Bonjour, bienvenue à tous dans ce magazine de la MSA, magazine qui vous concerne directement si vous êtes agriculteur et que vous voyez de nouveaux habitants construire près de chez vous. Ou alors si vous êtes un nouvel arrivant, retraité, actif, venant s'installer sur une commune rurale ou périurbaine, eh bien la cohabitation de tout ce petit monde est parfois difficile, de plus en plus difficile même selon certains agriculteurs, car les besoins des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes et conduisent désormais à pas mal de conflits. Rosanna Ries, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la France Agricole. Vous avez enquêté récemment sur ces maires à la campagne qui doivent faire face à de nouvelles tensions. Et ces tensions, elles ne sont pas dues qu'à des coqs qui chantent trop fort ou à des cloches qui sonnent toutes les demi-heures. Il y a un vrai souci aujourd'hui de cohabitation et notamment d'accès au foncier, d'acheter des terrains pour construire des maisons et souvent des terrains agricoles. Luc Jacquet, bonjour. Bonjour. Agriculteur, mais aussi élu, maire d'une petite commune rurale dans l'Yonne, pas loin d'Auxerre. Et vous voyez, vous aussi, de nombreuses familles arriver, construire sur votre commune. Et vous voyez que l'intégration n'est pas simple non plus tous les jours de ces nouveaux habitants. Et puis François Beaupère, bonjour. Bonjour. Président de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, éleveur de volailles près d'Ancenis. Merci de participer avec nous à ce débat. Mais je voudrais, en début d'émission, évoquer avec vous ce qui s'est passé en Bretagne Sud, dans le Pays d'Auray, dans le golfe du Morbihan en fin d'année, avec des manifestations d'ostréiculteurs. Ils se sont retrouvés pour beaucoup en interdiction de commercialisation des huîtres parce que les huîtres étaient contaminées par le virus de la gastro. Et ce virus est venu lui-même de l'eau des rivières qui était contaminée parce que le nombre d'habitants en Bretagne Sud a grossi beaucoup trop vite, une urbanisation galopante, des constructions de maisons un peu partout et des réseaux d'eau et de stations d'épuration qui ne sont plus adaptés. Ajoutez à cela des fortes pluies cet hiver et donc les ostréiculteurs ont été contaminés et sont allés violemment manifester. Il faut savoir que ce sont plus de 700 emplois qui étaient concernés avec du chômage technique pour certains d'entre eux. Et je vous propose d'écouter à ce sujet Frédéric Coudon. Il est ostréiculteur à Baden, sur le golfe du Morbihan. Il est vice-président du comité régional de conchyliculture de Bretagne Sud. On a subi une pollution de nos eaux due normalement au problème d'assainissement. En fait, on a subi en 3 mois l'équivalent d'un an de pluviométrie. Les réseaux qui sont poreux, et c'est bien un problème, ont emmagasiné l'eau pluviale mélangée aux eaux usées qui sont arrivées dans les stations d'épuration. Et en fait, elles n'ont pas été en capacité de traiter, donc elles ont rejeté des eaux usées dans le milieu. Du coup, nous, nos productions sont dans les rivières. Et l'huître, qui est un filtreur, a absorbé le norovirus et ça a provoqué des maladies chez les consommateurs. Une des pressions qu'on peut avoir, c'est justement limiter le développement de l'urbanisation parce que les effets secondaires, c'est que le traitement des eaux usées ne suit pas. Mais on a d'autres problèmes aussi. On a la pression le long du littoral où on se demande si nos entreprises vont pouvoir conserver leur place face à la pression immobilière. C'est nos deux gros points noirs. On nous annonce 230 km de réseaux à refaire, des réseaux qui sont poreux, qui absorbent de l'eau pluviale. Ça veut dire que quand il ne pleut pas, les eaux usées partent dans le milieu automatiquement. Donc 230 km de réseaux à refaire et ils sont en capacité de refaire que 10 km par an. On est parti pour 23 ans. Donc on demande l'arrêt des constructions et pour accélérer la mise en conformité du réseau et prévoir l'évolution future. Puisque de toute façon, l'urbanisation, on n'arrivera pas à l'arrêter. Donc ça va continuer, mais il nous faut un système de traitement efficace pour les populations à venir. On a été voir les élus. D'une part, les maires se rejettent la responsabilité sur la communauté d'agglo. L'agglo a tendance à taper sur les maires, alors que les deux composent le conseil communautaire, donc on ne voit pas où est le problème. On est aussi en période électorale, personne ne veut prendre des initiatives. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on est rendu, dans notre réflexion, on estime que si la collectivité n'est pas capable de traiter ses eaux usées, qu'ils nous mettent en situation de fonctionner avec un système de purification efficace et un fonctionnement en circuit fermé. Mais par contre, en faisant ça, c'est comme si on donnait un droit à polluer nos rivières par la collectivité et ce n'est pas la bonne solution non plus.
Voilà, Frédéric Coudon est l'ostréiculteur. Il pose bien le problème aujourd'hui. La demande des ostréiculteurs, c'est l'arrêt de toute nouvelle construction sur ce pays d'Auray. 0 permis de construire supplémentaire. On arrête toute urbanisation. Rosanne Harris, dans cet exemple que vous voyez, est-ce qu'on est dans l'exemple extrême de ce qui est en train de se passer parfois dans les conflits justement entre les campagnes qui voient arriver de nouveaux habitants, comme en Bretagne, 15 000 nouveaux habitants par an? Oui, parce que ça dépend des communes, en effet. Ça dépend si vous situez ou non près d'une ville. Il y a les chiffres de l'INSEE qui ont montré que dès lors que vous étiez dans un rayon de 40 km, vous aviez une population qui augmente. Donc on parle de communes rurales en plein boom, mais en dehors de ce rayon, ce sont plutôt des communes qui se vident et qui ne sont donc pas confrontées de la même façon à ces nouveaux arrivants. Et même certains maires espèrent qu'ils vont venir aussi chez eux. Alors pour les maires justement qui sont confrontés à ces arrivées de nouveaux habitants, surtout dans des première, deuxième, maintenant troisième, voire quatrième couronne autour des villes. Dans votre enquête que vous avez menée, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces maires? Quels sont les conflits aujourd'hui qui apparaissent? Alors il y a plusieurs tensions. Il y a des tensions, des problèmes de voisinage, et puis on a également des problèmes de grignotage de terres agricoles. On a aussi, donc les problèmes de voisinage, ça va être des problèmes de bruit, ça va être des problèmes d'odeur, mais Monsieur Jacquet justement avait un excellent exemple là-dessus, parce qu'on l'a rencontré durant notre enquête, justement sur tous ces maires ruraux confrontés à ces nouvelles tensions, et certains en fait sont obligés d'expliquer à nouveau ce qu'est une commune rurale. Je me souviens d'une maire qui s'appelle Annie Galland, maire de Sauvagnas dans le Lot-et-Garonne, qui avait été interpellée en fait par des habitants qui trouvaient que les engins agricoles passaient trop tard la nuit. Eh bien, elle leur a rappelé simplement que même en ville, les voitures roulaient après 22 heures. Ouais. Luc Jacquet, pour vous qui êtes agriculteur et maire, vous les voyez arriver aussi ces nouveaux habitants avec ces conflits? Qu'est-ce que vous voyez apparaître justement? Alors, on voit la population augmenter, donc ce sont des nouveaux habitants, en donc effet. On se dit chouette quand on est maire. Alors, c'est bien parce qu'on se dit, voilà, on apporte de la vie, des jeunes, l'accès au foncier, l'accès aux maisons est beaucoup moins cher qu'en ville, donc on attire des gens, on a moins d'impôts, pareil, c'est un facteur d'attractivité. Mais il faut aussi qu'ils acceptent le fait qu'en journée et le week-end, et même le soir, il y ait de l'activité. Alors, ce n'est pas vraiment les nouveaux résidents permanents qui posent problème, c'est les gens qui viennent en week-end, en vacances, 1 ou 2 fois par an. La résidence secondaire. La résidence secondaire, ils partent de Paris pour se reposer. Et j'en ai eu l'exemple qui était assez flagrant, qui venait, il disait clairement, je viens ici pour me reposer, donc pas un bruit. Donc à chaque fois qu'il y avait un chien qui jappait, un coq, les clochers, il rouspétait. Alors il habitait le presbytère, donc il est au pied de l'église, donc forcément ça fait du bruit. Et il ne conçoit pas qu'il y ait une activité, il faut qu'on se taise pour lui. Alors l'anecdote, c'était la dernière fois qu'il est venu, il y a eu un rallye automobile, une voiture est tombée en panne au pied de chez lui, qui n'arrivait pas à redémarrer, ça faisait un vacarme du diable. Et finalement, il a piqué une colère, il a vendu la maison. C'est incroyable d'arriver à ces extrêmes. François Beaupère, vous dites aussi, vous avez vu par exemple votre voisin se faire le pagaie à 21h parce qu'il est travaillé avec sa moissonneuse-batteuse. Alors ça, c'est vraiment un nouveau phénomène, comme vient de dire M. Jacquet. À la fois, sans dire que nous avons une urbanisation galopante, mais néanmoins des lotissements nouveaux, donc une proximité tout aussi importante, sinon plus, avec l'agriculture toujours active. Et oui, aujourd'hui, même des pratiques qui peuvent paraître simples, circuler avec une moissonneuse dans un chemin rural, passer devant des maisons de tiers, et bien aujourd'hui, à 21h, ça devient compliqué, alors que la parcelle qui était à moissonner derrière ces maisons était une parcelle en agriculture biologique, et que le chantier n'allait durer que 2 heures. Donc je pense que même le match à la télé, elle est bouclée à 23h, donc à peu près 15 horaires. Néanmoins, cette animosité, elle s'exprime, c'est ça qui est un peu nouveau, par des mots forts, voire des gestes forts. Et ça, c'est que nouveau. Je pense que monsieur le maire... des menaces. Et donc, aujourd'hui, l'agriculture est aussi confrontée à ça. Et c'est un peu embêtant parce que nous sommes sur des pratiques normales de l'agriculture. Et j'en conviens, ça n'est pas là que dans ce chemin rural, parce que les nouveaux aménagements de villages, quand le maire répond à l'incivilité de quelques-uns en termes de circulation avec leur voiture qui dépasse la limitation de vitesse à 30 ou 50 à l'heure du village,
il convient souvent d'aménagements pour sécuriser ces piétons ou cyclistes. On met des dodanes. Et on met des dodanes qui deviennent infranchissables pour nos engins. Les circulations agricoles, y compris exceptionnelles, ne sont plus permises dans les villages. Nous, on a travaillé sur une charte en 2012 que j'ai fait voter par un certain nombre d'acteurs qui m'a permis d'avoir un lieu de concertation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un projet dans un village, le conseil départemental, le maire, les responsables agricoles du territoire, les CUMA, les entreprises du territoire qui passent avec des engins, se mettent en mode de concertation pour voir si tout est possible dans ce qui est prévu et améliore, s'il le faut, les éléments qui sont mis en place. Rosanne Harris, donc là on parle de conflits qui ne sont plus des conflits de voisinage. À partir du moment où il y a des menaces, on souhaite que les agriculteurs ne travaillent pas le week-end, ne travaillent pas la nuit, fassent moins de bruit, c'est déjà quelque chose de prégnant. Mais la vraie question qui se pose en plus derrière, c'est la question quand même de l'artificialisation des terres, de l'accès au foncier. On a bien entendu cet ostréiculteur qui nous disait tout à l'heure, mais on se demande, nous, si on a encore de la place là-dedans, au milieu des résidences secondaires, au milieu des projets immobiliers, au milieu des lotissements, qu'est-ce qu'on devient ? Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez senti dans votre enquête dans la France agricole ? Oui, c'est ce qui nous a fait la débuter en réalité. Il y avait eu une instruction qui avait été envoyée au préfet l'été dernier qui disait zéro artificialisation nette des terres agricoles. Ce qui est plutôt une bonne chose. C'était une bonne chose. On garde les terres agricoles, on arrête de les dépenser. Voilà, et pour le moment, tout allait bien. Et puis, lors du congrès des maires en novembre, c'est Jacqueline Gouraud qui faisait partie des maires, des ministres qui avaient envoyé cette instruction, qui a dit, voilà, suite à cette instruction, on a eu une colère des maires ruraux qui parfois étaient agriculteurs parce que ça manquait de souplesse. Et donc nous, à la France agricole, évidemment, zéro artificialisation nette des terres agricoles, comme on le disait à l'instant, ça nous semblait assez évident. Donc on a eu envie d'aller rencontrer ces maires ruraux, parfois agriculteurs, qui souhaitaient beaucoup plus de souplesse. Et on s'est rendu compte que ces maires-là étaient dans des communes souvent plus éloignées et qui avaient besoin aussi de revoir venir des habitants chez eux. C'était des villages vieillissants et avec des jeunes qui partaient sans travail, quoi. Oui, Luc Jacquet, allez-y. Alors ces lois, c'est souvent des lois pensées par des urbains qui s'appliquent à la ruralité. Et je vois de plus en plus de lois où j'ai même plus envie de les appliquer. Lesquelles, par exemple ? Ces lois d'urbanisation, par exemple. Les lois, par exemple, on a l'interdiction de brûler des branches, de faire des feux. On a souvent des vergers avec les maisons, il y a des vergers, il y a des haies qui peuvent faire des dizaines de mètres, ça fait un volume. On devrait emmener ça en déchetterie à 10-15 km, donc le carburant pour emmener ça là-bas. Alors qu'avant, on brûlait ça dans un coin une fois par an, on faisait attention au sens du vent pour pas que ça embête les voisins. Ça se faisait en bonne intelligence et ça se passait très bien. Mais c'est vrai que en ville, c'est inimaginable de faire ça. Mais à Paris, ils ont créé une loi pour ça, pour interdire ça et généraliser ça à tout le monde. Sauf que la ruralité, on a besoin d'un peu de souplesse. C'est la déconnexion complète entre les élites et le sol. Sur cet aspect de l'artificialisation des terres, tout de même, parce que c'est un aspect qui est important, le foncier, quelle est la place des agriculteurs aujourd'hui ? Je lisais un rapport de France Nature qui rappelait que la France a perdu 5 millions d'hectares de terres agricoles en 40 ans. Pour vous qui êtes à la fois agriculteurs et maires, comment est-ce que l'on fait ? On voit bien, là on a vu dans le Pays d'Auray, les maires veulent des habitants, veulent des lotissements, tout ça se fait aujourd'hui sur les terres agricoles. Quelle est la bonne solution, le bon équilibre derrière ? Alors c'est un équilibre difficile à trouver, parce que souvent les propriétaires fonciers, ce sont les agriculteurs, souvent en retraite. Ouais. Ils se gardent une partie des terres pour on a la partie vivrière, enfin quelques hectares pour s'occuper, et aussi avec un projet derrière la tête d'urbanisation. Mais ça portera, par rapport aux petites retraites agricoles, c'est pas négligeable non plus. Que si on vend une ou deux parcelles, quelques milliers de mètres carrés, voilà, il y a un petit projet souvent derrière. Ils vendent l'exploitation, mais ils se gardent un petit peu de patrimoine. Mais alors, comment est-ce que l'on fait en tant que maire ? Vous seriez prêt à faire du lotissement sur de la terre agricole, alors que d'un autre côté, on dit on artificialise 5 millions de terres agricoles depuis 40 ans, il faut les protéger. Quel est le bon équilibre ? C'est à quelle vitesse on artificialise ? Si c'est quelques maisons, 4-5 maisons tous les 10 ans, ça va. Simplement, la dernière loi que j'ai vue quand j'ai créé mon PLU, on avait un quota par rapport aux 10 dernières années. Sauf que la demande est beaucoup plus importante que les 10 dernières années. Où est-ce que l'on met le curseur ? Et ils ont pris comme valeur la valeur départementale moyenne. Sachant qu'en pleine ville, il y a une perte de population. Les centres-villes, les gens partent
du centre-ville, vont en périphérie, une première, deuxième, troisième périphérie. Nous, on est plutôt sur la quatrième, et les gens viennent, ils ont besoin, parce que voilà, le foncier est moins cher, les impôts, ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on puisse les accueillir aussi. Mais voilà, il faut que ce soit en bonne intelligence. Mais quand je vois dans des villes moyennes où c'est par dizaines d'hectares qu'on urbanise en très peu de temps, là, ça va trop vite. Ouais. Il y a l'aménagement du territoire. On oublie souvent la notion d'aménagement du territoire, faire monter tout l'ensemble du territoire en même temps. Et ça, on tire la couverture à soi bien souvent. François Beaupère, pour vous qui êtes président de chambre d'agriculture, chambre régionale, je voulais aussi vous poser la même question. Dans ce rapport de France Nature, qui cite ces 5 millions d'hectares de terre, c'est pas rien quand même, qui ont été urbanisés en 40 ans, artificialisés, ils prennent l'exemple du département des Bouches-du-Rhône. Dans le département des Bouches-du-Rhône, aujourd'hui, aux alentours de Marseille, pas très loin de la ville d'ailleurs, on a 3000 hectares de terres agricoles ou de terres de production de fruits également pour beaucoup, qui sont en danger essentiellement pour des projets immobiliers. Des agriculteurs qui paniquent en se disant on se fait grignoter petit à petit, puis un jour on se fera chasser de nos propres terres. Quelle est la bonne solution? Est-ce qu'il faut légiférer? Est-ce qu'il faut limiter encore plus ces possibilités de construction de lotissements? Écoutez, le groupe interministériel qui planche actuellement par ses groupes de travail sur les règles ou les aménagements qu'on devrait avoir sur les documents de planification pour œuvrer vers un zéro artificialisation nette, c'est un objectif global. Et je suis d'accord avec M. le maire, je crois qu'il faut qu'on ait des règles qui permettent d'avoir de la dégressivité, si on veut, de l'application entre les pôles urbains qui se doivent d'être de plus en plus denses demain. Et puis ensuite, on diminue la densification pour arriver à permettre à quelques villages ruraux d'avoir, dans un projet global, un projet de territoire. Et je pense que le PLUI, justement, en intercommunautaire, a cette valeur, c'est de pouvoir, si les élus se mettent tous d'accord, ça reste aussi un projet d'élus, de pouvoir permettre à ces communes rurales d'avoir quelques maisons de façon raisonnée, c'est-à-dire sans pour autant leur donner la possibilité de construire sur 3000 m² de terrain. Je crois que là aussi, il faut que la surface allouée à chaque maison soit raisonnable. Et tout ceci dans un projet de territoire. Parce que qui dit maison dit aussi service. Dans un cas, plus on enlève des maisons, plus on perd les services. Mais à contrario, plus on fait grandir les lotissements, plus on a des demandes et des attentes des citoyens, légitimes d'ailleurs, d'avoir des services de proximité, des ouvrages culturels aussi de proximité. Salle de spectacle, du sûr. gymnase, et c'est des pour ça garderies. que c'est important d'avoir des travaux de réflexion pour avoir une cohérence territoriale. C'est tout le schéma de cohérence territoriale qui se doit de porter cette ambition. À quelle échelle Rosanne Harris. Oui, à quelle échelle, excusez-moi? C'est le maire alors Pour moi, l'échelle la plus pertinente, et je la prône chaque jour, c'est le PCI. C'est-à-dire c'est la communauté de communes qui se doit de porter ce projet collectif. Sauf que le signataire aujourd'hui des permis de construire, ça reste le maire et c'est pas le président de la communauté de communes. Non, à la dernière loi, si je ne me trompe pas, c'est la compétence urbanisme, c'est la Comcom, c'est plus le maire. Alors, normalement, ça restera le maire qui restera signature mais le service instructeur, normalement, il est au niveau EPCI. Donc, on a une mixité des deux. Et je pense qu'il faut qu'on trouve l'essence. Sachant par contre qu'à ses côtés, les chambres d'agriculture œuvrent pour réduire la consommation de foncier. Moi, dans mon quotidien, je vise à cet objectif. C'est pas un travail simple parce qu'à la fois, alors on parle de l'habitat et je crois qu'il y a une vraie réflexion qui est engagée par les élus aujourd'hui. On a même, je dirais, une vraie tangente à la réduction de la consommation de foncier sur l'habitat. Il nous reste un sujet prégnant, c'est les zones d'activité. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore trop de communes rurales qui souhaiteraient avoir la petite zone artisanale. Et à côté de ça, on a la grande zone structurante d'activité économique qui s'oppose à un endroit, qui veut des grands lots pour accueillir l'entreprise de logistique avec 20 hectares, 5 hectares pour telle entreprise. C'est très consommateur, souvent peu régulé. Pourquoi? Parce que l'élu qui décide de la vente de ses biens, il est face à un enjeu qui est celui de l'accueil d'emplois pour ses citoyens, de ressources économiques, vous venez de le dire, par rapport aux taxes prélevées. Et tout ceci, ça amène à une dynamique économique et territoriale. Et là, on a du mal à poser les contraintes sur la consommation de foncier, je peux vous le dire. Rosanne Harris. Oui, moi j'aimerais intervenir. J'ai quand même rencontré des maires assez raisonnables.
C'est-à-dire qu'ils cherchaient des solutions sans vouloir justement la zone artisanale. On était même sur des cas, très précis à chaque fois, comme vous faites, Monsieur Jacquet. On avait notamment un agriculteur qui souhaitait s'installer et il avait obtenu un terrain de sa tante, mais il ne pouvait pas. Il était obligé d'aller vivre au sein du village parce que il n'obtenait pas son permis de construire. Et à ce moment-là, le maire, ça lui semblait raisonnable quand même de lui autoriser ce permis de construire. C'était vraiment des petites choses assez raisonnables. En général, les maires, moi, m'ont dit on aimerait plus de souplesse encadrée. Et c'est là aussi où c'est plus difficile de vous comprendre. C'est quoi ce juste équilibre? Luc Jacquet, à votre avis? Par rapport à cet équilibre, c'est vraiment au cas par cas. Et le problème du PLU, il était réfléchi à un moment donné pour une problématique. Et si tous les partenaires n'ont pas été autour de la table, c'est vraiment problématique. Et souvent, il y a une... Comment dire, l'agriculteur qui a fait l'effort de sortir l'exploitation du village, ça c'était une demande forte dans les années 80. On a vu certains maires autoriser des constructions sur les réseaux entre le village et cette ferme. Et la ferme s'est retrouvée encerclée au bout d'un moment. Donc là, c'est incohérent. Donc si l'agriculteur a fait l'effort, il faut le laisser tranquille dans son coin et qu'il puisse vivre tranquillement. D'accord. Voilà. Ce que vous dites est quand même représentatif de quelque chose d'important aujourd'hui, c'est-à-dire la baisse du poids ou la baisse de l'influence des agriculteurs. On voit que électoralement, ils pèsent de moins en moins, alors que ces nouveaux habitants pèsent et prennent du poids derrière. Et ma foi, un maire qui souhaite être réélu, entre la voix d'un agriculteur ou la voix de 30 nouveaux habitants ou 50 nouveaux habitants dans un lotissement qu'il va construire, le choix est vite fait. Mais le choix, c'est pour l'intérêt collectif ou son intérêt personnel d'être élu? Autre argument que vous dites aussi souvent sur cette histoire de l'artificialisation des terres, elle est vraiment prégnante. Vous invitez aussi les villes à se réinterroger elles-mêmes. Vous dites on prend de la terre agricole pour construire du lotissement, mais on a de la friche industrielle qu'on laisse dépérir en ville. Et ça vous choque? Oui. Il y a des usines qui ferment régulièrement en ville moyenne principalement. Et ça devient des grands déserts. Et ça coûte très cher à dépolluer. Et face à ça, il y a le foncier agricole qui coûte rien du tout. Et donc ils sont tellement... Enfin voilà, c'est l'économique. Il y a une plus-value à faire, plus facile à faire sur de la terre agricole que sur de l'industriel. Et là, il y a des grandes friches. Et il faut redensifier. Et ils ont construit des zones commerciales en périphérie. Et en même temps, ça fait crever le centre-ville. On voit ça dans toutes les villes moyennes. Il y a des rues entières commerçantes, voire à moitié commerçantes parce que c'est tellement cher, c'est plus attractif. Et tous les étages au-dessus qui étaient avant habités, c'est vide. Ils ont vraiment un problème. En matière de cohabitation entre ruraux, urbains, néo-ruraux, néo-urbains, je ne sais plus comment il faut les appeler, avec, vous dites, ces conflits d'usage, des nouveaux habitants qui ne veulent plus de bruit, ne veulent plus de travail le week-end, ne veulent plus de moissonneuses-batteuses après 21h. La question se pose aussi sur les pesticides dont ils ne veulent plus non plus. Et vous, dans votre commune, vous n'avez pas suivi le mouvement des maires anti-pesticides, vous avez fait le contraire, vous avez pris un arrêté pro-pesticides. Qu'est-ce que vous avez voulu faire? Vous avez voulu mettre le feu aux poudres? J'ai voulu percer la chape médiatique pour vous exprimer une position différente de ce que les médias nous bassinaient en permanence. C'est-à-dire qu'on utilise des produits pour protéger nos plantes. Mais aussi protéger les habitants, les consommateurs principalement, de certaines maladies, des épis, la carie, le charbon, ainsi de suite, qui étaient nocifs en termes d'alimentation. Tout ce que l'on met dans les champs, c'était vérifié par des agences de sécurité et tous nos produits sont homologués. Voilà, avec des doses d'apport, des conditions d'emploi, alors que des produits dits... des produits naturels peu préoccupants n'ont aucun contrôle. On ne sait même pas les doses d'usage à apporter. Et là, je dis, on ne peut pas mettre en avant ce type de produit et interdire ce qui est contrôlé, sûr. Après, il y a
un message à faire passer, il faut former correctement et il faut expliquer ce que l'on fait. Mais de là prendre un arrêté pro-pesticides, vous avez dû faire hurler dans votre commune à une époque où quand même une majorité de personnes ont peur des pesticides et demandent des bordures d'éloignement entre les habitations et les zones d'épandage. Et en fait, il n'y a pas eu tant de réactions négatives. J'ai eu des témoignages de gens qui ne sont pas du code agriculteur qui me disent bon, on utilisait ce produit-là, on en a utilisé 1 litre par an pour désherber notre cour, enfin 1 an ou 2 ans des fois, et là on n'a plus le droit d'utiliser celui-ci, on achète autre chose, soi-disant bio, ça fait rien du tout. Donc voilà, là-dessus, ils comprennent tout à fait ma position. Ensuite, c'est le droit d'usage aussi du foncier. Les agriculteurs ont acheté ce foncier-là. Si on ne peut plus exploiter ces terres-là, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on dédommage les agriculteurs? Et cette problématique-là, est-ce qu'on va laisser ça en friche? Parce qu'aujourd'hui, c'est 2, 3, 5, 15 mètres, 20 mètres. Demain, ça sera quoi? Parce que ceux qui demandaient ça, ils demandaient 150 mètres quand même, à l'origine. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 150 mètres? Et puis c'était le premier pas. On donne ça, et puis on finit où? En fait, ces produits ne sont pas si dangereux que ça, bien au contraire. François Beaupère, j'aimerais bien votre réaction là-dessus, parce qu'effectivement, il y a l'artificialisation des terres et il y a l'usage qui va être fait de ces terres et l'acceptation de l'usage par ces nouveaux habitants. Et ce que nous dit Luc Jacquet est très juste. On entendait tout à l'heure un ostréiculteur qui se demandait mais est-ce que nous, on a encore de la place sur ce littoral où on passe notre temps à construire des maisons? Et là, on a des agriculteurs qui nous disent mais attendez, si les nouveaux arrivants nous demandent d'aller mettre des pesticides avec des bandes de protection de 10, 15, 100, 150 mètres, on nous chasse et on nous réduit encore nos zones d'activité à nous, agriculteurs. Alors, tout d'abord, il y a sans doute plusieurs réponses, parce qu'on a à la fois peut-être 3 à 4 sujets. Le premier, pour revenir au cas exprimé tout à l'heure des ostréiculteurs, je compatis pleinement d'ailleurs à leur déboire, parce que est-ce un phénomène seulement d'urbanisation ou simplement du non-respect de la réglementation sur le traitement des eaux usées, du respect de l'entretien des tuyaux qui transfèrent ces eaux usées, parce que peut-être qu'on n'aurait pas eu ces problèmes d'infection généralisée si on avait eu cette maîtrise pleine et entière du réseau de transfert des eaux usées et du traitement des eaux usées de façon réelle. Sans doute que les élus ont été et les services techniques un peu dépassés par l'urbanisation et n'ont pas respecté ce qui aurait dû être un préalable, c'est la mise en œuvre d'un outil de traitement d'abord en amont. Quoi. Ouais. Ceci dit, ils ne sont pas les seuls dans ce cas-là. On va en trouver beaucoup sur le littoral. C'est généralisé. Je le crains malheureusement. Ouais. Le deuxième sujet, c'est celui de l'urbanisation. Je crois qu'il faut quand même qu'on soit conscient qu'à chaque fois qu'on attaque 1 mètre carré ou 1 mètre cube, parce qu'un mètre carré, c'est pas que de la surface de terre. C'est à la fois une perte de production, c'est indéniable. Quand il est artificialisé, on ne revient pas en arrière. Quand il est goudronné, on ne le ramène jamais à la production. Mais en plus, on perd un espace de biodiversité, de filtration de l'eau, de stockage de l'eau. Donc on a une attaque nette sur l'environnement en touchant la terre. Alors quand on a dit ça, on a partagé tout à l'heure qu'il y avait nécessité sans doute à quelques espaces à consacrer à l'urbanisation et aux zones d'activité. Néanmoins, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Mais on urbanise les zones les plus planes possibles, qui sont souvent les plus riches. Celles où on faisait le maraîchage de proximité hier au pied de la ville, qui est devenue peut-être céréale aujourd'hui, mais c'est pas grave. Mais c'est souvent la terre la plus riche, la plus fertile, qu'on consacre à l'urbanisation sans chercher une alternative. Ah non, parce que c'est compliqué, monsieur Beaupère. Les terrains sont trop en pente, alors donc pour mettre une usine, ça va être compliqué à faire terrasser. Et alors? Et nous, on cultive quoi? Mais les terres qui sont là, elles sont en pente, elles sont planes. Et donc c'est notre quotidien. Donc je pense que sur ce point-là, il faut vraiment qu'on remette l'église au centre du village. Les terres agricoles doivent être protégées. Les moins fertiles, peut-être qu'elles peuvent avoir un autre usage, mais il faut que ça soit partagé. Et c'est un vrai sujet de SCOT et de PLU. Je vais jusqu'au bout. Le dernier sujet, et il est ô combien prégnant depuis quelques mois. Moi, je remercie finalement à la fois sur la prise de position de monsieur le maire, mais aussi surtout la prise de conscience, parce qu'il n'a pas été complètement pro-pesticides dans son débat. Il a simplement remis ce qui était l'ordre de gravité et les impacts sur la santé, en remettant d'abord ce qui était la place, si on considérait que les accidents de la route sont importants et font un nombre de morts important en France, il faut peut-être arrêter la voiture. En remettant que l'usage de la cigarette délivre aujourd'hui un certain nombre de cancers du poumon
indéniable et qu'on a des morts au bout. Et donc peut-être qu'il faut arrêter la cigarette tout de suite. Et donc il a simplement remis de l'ordre dans les choses en lecture. Il n'a pas dit qu'il était pro-pesticide. D'abord, il autorisait que les choses devaient se faire dans un certain ordre de décision pour un maire en termes de protection de ses citoyens. Et moi, je renvoie à quelque chose qui est de notre propre responsabilité, nous les agriculteurs, nous les responsables agricoles, c'est celui du dialogue avec les citoyens, dialogue avec les consommateurs. On n'ouvre plus assez nos exploitations dans les communes pour montrer quelles sont nos pratiques, quelles sont nos actions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un néo-rural qui vient habiter, un urbain qui vient habiter en campagne, ben, il découvre des pratiques. Alors il découvre des fois, oui, le bruit du coq qui chante trop fort ou la cloche de l'église qui sonne régulièrement et qui va se voir sonner qu'à l'Angélus et pas plus, et pas toutes les demi-heures. Mais il est aussi surpris de voir d'un seul coup un tracteur traverser devant sa vitre qui va transporter du fumier au champ, qui va passer très tard pour moissonner. Mais ce sont les pratiques normales de saison de l'agriculture. Et donc il faut sans doute qu'on amène de l'information plus régulièrement et pas qu'en situation de crise. Je pense qu'aujourd'hui, dans le dialogue entre l'agriculture et les citoyens, nous sommes dans cette situation de crise. Sur ce point-là, donc c'est à nous de corriger aussi en partie ce travers. Ouais, Rosanne Ariès, effectivement aussi quelque chose qui ressort de votre enquête, ce besoin finalement de refaire du lien, pas qu'entre les agriculteurs, entre les territoires ruraux et ces nouveaux habitants qui viennent soit y habiter, soit y ont une résidence secondaire. Au même titre que les agriculteurs sont amenés aujourd'hui à ouvrir leur exploitation, on demande aussi aux maires finalement d'être sincères sur leurs fonctions, sur leur commune, comment ça se passe. Et en fait, moi j'ai rencontré des maires qui avaient trouvé des bonnes solutions. Il y avait quoi concrètement par exemple? Alors il y avait Madame Deneville notamment qui est maire de Vic-sur-Breuil qui disait d'emblée chaque village a son génie propre. Elle avait trouvé le marché des producteurs qui permettait d'attirer des ruraux, des néo-ruraux et des urbains. Et ça, c'était l'été. Elle disait 400 personnes qui viennent discuter tous ensemble, voire 1000 quand il y a le feu d'artifice. Il y avait également les opérations ferme ouverte. Elle avait un atout, elle, c'est que son adjoint était agriculteur. Donc pouvait aussi sensibiliser sur les pratiques agricoles. Et puis moi j'ai beaucoup aimé également Monsieur Bontour, qui est donc maire de la Chapelle-Moutille, 446 habitants en Seine-et-Marne. Et alors lui, il organise des randonnées pédestres où il explique ce que c'est que les cultures ou comment on les soigne. Et puis il leur rappelle à leur arrivée ce qu'est une commune. Alors je me permets de le citer parce que j'ai bien aimé ces phrases. Il dit « Je leur dis que les cloches sonnent, que le coq chante et continuera à le faire, que lorsqu'il neige, les routes ne sont pas déneigées à 4 heures du matin, mais au cours de la journée, puisque c'est le maire qui s'en occupe. Je leur indique aussi que les agriculteurs travaillent et sont susceptibles de salir la route, mais qu'ils sauront aussi la nettoyer. Et au final, certains partent et d'autres restent. » Luc Jacquat, votre sentiment là-dessus, effectivement, on a un lien globalement à refaire entre ces habitants, vous me disiez tout à l'heure, qui arrivent, qui font une résidence secondaire, qui vont venir 3, 4 fois, 5 fois dans l'année, qui ne veulent pas de bruit, qui fuient Paris, qui fuient la ville et qui veulent trouver une carte postale quelque part en face de chez eux. La carte postale n'existe pas, mais il va peut-être falloir leur expliquer comment ça fonctionne. Alors l'idée de la charte, c'est un sujet que je travaille en ce moment. Enfin, je réfléchis dans mon petit coin comment construire une bonne charte. Je mettrai ça après en discussion plus ouverte. On a perdu le contact avec le consommateur. On est de moins en moins d'agriculteurs au conseil municipal, mais aussi dans les villages. Il y a des villages où il n'y a plus un seul agriculteur. Ils ont été, l'agrandissement des exploitations, le manque de revenus fait qu'on a certains disparaissent. Et en fonction des filières, quand on fait de la vente directe, on garde ce lien, on peut expliquer au moment de l'acte de vente notre métier. Et là, ça se passe très bien. Mais dans les filières céréalières, où on a plein d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur, on a perdu ce lien. Et il faut rétablir. Il y a des fermes ouvertes. Je ne l'ai pas encore fait chez moi, mais j'y pense fortement. Suite à mon arrêté, je pense fortement à rouvrir, revenir vers les gens pour discuter de l'ensemble des sujets. Mais voilà, on a perdu ce lien, cette représentation. Il y a quelques années, quand je faisais des micro-trottoirs pendant une formation, on me disait mon grand-père est agriculteur. Là, 20 ans après, il y a une génération en plus, on a perdu ce lien à nouveau. Enfin, nous, voilà, il s'étend ce lien. Il faut revenir d'une manière ou d'une autre et rétablir un dialogue.
Je me permets, Rosanna des Arias. choses se font, ça revient justement. Et là, c'est pas pour être enthousiaste à tout prix, mais moi, ce que j'ai entendu, c'est justement ce constat, il a été fait maintenant, mais là, on rouvre les fermes. Et pareil, on dialogue, on met en place des marchés, et les choses se font, je trouve. François Beaupère, vous nous dites aussi, on a des compétences nous, dans les chambres d'agriculture et vous invitez les maires, les présidents d'intercommunalités, communautés de communes à venir vous solliciter parce que vous êtes un bon maillon, un bon passage entre ces deux mondes qui parfois ont du mal à communiquer. On fait mieux que ça, on n'attend pas qu'ils nous sollicitent. On prend l'ambition dès ce printemps de renouveler nos contacts avec les présidents de PCI dès qu'ils vont être nommés. Et nous avons la volonté de rencontrer les 1258 EPCI de France sur, je dirais, la fin de l'année. L'idée étant de partager avec eux leur ambition sur les projets agricoles, mais plus globalement sur les sujets agricoles. Je dis projet agricole, c'est par essence parce que notre volonté, c'est de porter auprès du plus grand nombre l'idée d'une réflexion commune sur un projet agricole partagé pour le territoire concerné. Et on va d'ailleurs, moi dans ma région, arriver vers chaque EPCI avec les données économiques du poids de l'agriculture de leur territoire, pour qu'ils comprennent un petit peu ce que sont à la fois les hommes, et ça pèse beaucoup chez moi en tant que chef d'entreprise, mais aussi salarié à la production, et puis ce qu'est le poids économique des différentes filières dans leur territoire. L'idée étant de travailler avec eux sur un projet agricole, une ambition, sur les grands thèmes, la préservation du foncier bien sûr, mais aussi le renouvellement de génération. On est face à 160 000 agriculteurs qui vont quitter leur entreprise dans les 5 ans à venir en France. Si on ne prend pas garde, on peut en perdre 50%. C'est encore 50% de 80 000 personnes au moins dans le territoire. C'est comme un tissu rural qui se délite. C'est la perte de chefs d'entreprise. Et donc, on a besoin de travailler avec ces... Alors, c'est aussi sur des données beaucoup plus sensibles avec ces nouveaux représentants des citoyens que ce sont les maires et les élus municipaux. C'est travailler sur l'alimentaire. Nous portons depuis... Ça déjà peut être un beau lien, effectivement, voilà, sur un territoire. Bien sûr, le projet alimentaire territorial, ça amène à quoi? À une réflexion commune, identifier où sont les sources d'approvisionnement et comment faire mieux demain. Et les marchés de proximité en sont quelques-uns. Mais c'est comment on relocalise, comment on redonne, je dirais, du local dans l'approvisionnement de l'alimentation, au moins celle décidée par les élus. Ils ne sont pas tous les maîtres de tout. Rosanna Arias, on arrive en fin d'émission. Pour vous qui avez mené cette enquête donc, pour la France agricole et qui êtes très enthousiaste à l'issue de cette enquête sur ce qui est en train de se passer, malgré les tensions que l'on a sur certains territoires, allez, un exemple ou une personne qui vous a particulièrement surpris, ému? Alors, je ne suis pas très enthousiaste. J'étais agréablement surprise. Parce que justement, j'ai vu des maires qui cherchaient leur propre solution face à, pas une forme de détresse, mais face à des nouvelles tensions qui n'étaient pas évidentes à gérer, comme M. Jacquet, qui avait affaire à des nouveaux arrivants et ils étaient un peu livrés seuls face à ça. Oui, alors moi, je me souviens notamment, je pense à Christine de Neuville de Vic-sur-Breuil en Haute-Vienne, qui me disait, dès son arrivée, un néo-rural est venu vers elle et lui a dit « Je ne veux pas de maison d'habitation autour de chez moi, je préfère les vaches ». Le deuxième jour, il l'appelait fou furieux en lui disant que les vaches avaient sali le chemin et qu'il ne voulait plus de vaches. Et ben voilà, moi alors elle cherche des solutions face à ça. Et vous voyez, c'est de la tuyauterie, quoi. C'est au cas par cas. Et là, il faut simplement discuter, dialoguer. Je suppose que vous avez affaire à ça régulièrement, mais là, il n'y a pas de besoin de loi. Finalement, c'est raison gardée, quoi. C'est le bon sens, enfin c'est de la tolérance. Il y a un grand manque de tolérance de la personne qui est en face de nous, qui est forcément différente de nous, et un manque de respect aussi. Voilà, c'est vraiment les deux éléments que je vois dans les relations de voisinage, c'est la tolérance et du respect de l'autre. Voilà. Après, on appelle ça le bon sens, on appelle ça comme on veut. On a fait des chemins, quand on parle d'aménagement, des chemins à périphérie pour éviter que le tracteur traverse le village, et on voit des poussettes sur ce chemin. Et au moment de la moisson, il faut que la moissonneuse se gare par rapport à la poussette. On se dit, mais jusqu'où ça va aller? Enfin, voilà. Tolérance, et on finira cette émission effectivement sur ces mots que vous prononcez avec beaucoup de sagesse, Luc Jacquet, vous qui êtes agriculteur et maire.
tolérance et respect de l'autre, mais dans un monde qui a quand même changé très vite et où les agriculteurs sont devenus minoritaires sur leur propre campagne, sur leur propre territoire, mais où on a quand même besoin d'eux pour nourrir le monde aujourd'hui. Merci à tous les trois d'avoir participé sur ce plateau, cette émission d'MSA TV, et à bientôt, toujours sur la télé de la MSA.